Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. Né à Prague en 1972, le compositeur Krzysztof Mařatka est un artiste pour lequel le mot polyvalent est sans doute le plus précis pour le décrire. Il oscille depuis 1994 entre deux pays, la République tchèque et la France, et il déploie son talent évidemment dans la composition, mais aussi dans le jeu de piano ou encore la direction d'orchestre. Krzysztof Mařatka, bonjour. Bonjour. Du plus loin que vous vous en rappeliez, à quand remonte votre premier souvenir musical et quel était-il ? Quelle question. Premier souvenir musical, il y en a beaucoup. Quand j'étais tout petit, on chantait beaucoup dans la famille, à Prague, des chants traditionnels, grâce à ma mère qui chantait beaucoup. Et de l'autre côté, par mon père, il avait 5 enfants, moi je suis du deuxième mariage, le dernier, mais la musique était toujours présente. Donc dès que j'étais petit, il jouait le piano, même c'était un grand médecin, mais ça faisait partie de la culture de s'intéresser aux arts et notamment à la musique. Donc depuis le très jeune âge, j'ai commencé à pianoter et aussi jouer du violon. Donc la musique était toujours là. Vous êtes issu d'une grande famille, une famille illustre des pays tchèques. Votre grand-père était sculpteur, je crois, élève de Rodin. Votre père médecin, vous l'avez dit, qui a traversé le siècle tchécoslovaque et tous ses régimes politiques. Quelle empreinte peut-être a laissé cette histoire familiale sur vous, puisque c'est en fait, d'une certaine manière, c'est une histoire avec un petit H, mais qui est liée à l'histoire avec un grand H. Oui, comment se détacher de sa propre histoire? On ne peut pas. C'est pour répondre à la question, mais ça laisse des empreintes énormes, mais des fondamentales. Depuis tout petit, j'étais entouré par les œuvres de mon grand-père, par les statues qu'il a fait dans l'atelier de Rodin, parce qu'il a quand même séjourné pas seulement dans son atelier, mais chez lui, parce qu'il était fauché. Rodin lui a proposé d'habiter à Meudon avec lui, donc il avait vraiment une situation très privilégiée. Et donc ces œuvres ont entouré mon enfance et ce patrimoine faisait partie naturel de mon entourage. Donc toutes ces cultures, c'est pas que des œuvres, c'est la francophonie. Oui, j'allais dire, ça remonte à loin en fait. Ça remonte très loin, vraiment très loin. Mais je dirais pas que mon arrivée en France c'était à cause de mon grand-père, c'est pas du tout cela. Mais c'est aussi cette culture générale que mon père a transmis. Il a grandi sous la première République tchécoslovaque, sous Masaryk. Mon grand-père a fait le portrait du président Masaryk, donc il venait plusieurs fois dans son atelier. Mon père était petit et il se souvient de ces séances du président qui arrive dans l'atelier. Donc toutes ces cultures, ces artistes, cet esprit de la première République, démocratie. C'était très fort. Il a su, mon père, je parle de mon père, il a su transmettre ça à ses enfants, donc à moi aussi, même malgré la période communiste. Mais ça n'est pas effacé. Donc je le sens. C'est une présence très forte aujourd'hui. Je suis profondément européen aussi, si je peux dire. Et je pense que c'est pas pour rien aussi. C'est ces héritages qui sont très forts. J'essaie de le développer, de baser ma musique, mon art sur ces idéaux. Vous disiez justement que vous avez baigné dans les chansons, les chants, la musique, mais bon, il n'y avait pas de musicien professionnel dans la famille. Comment est-ce que vous êtes venu finalement à la composition et à vous dire que finalement c'était à la musique que vous alliez consacrer votre vie? C'était progressif? Alors c'est vrai, c'était la médecine. Ma sœur, mes sœurs du premier mariage, mon frère, tous ils sont médecins. Mais comme je disais, nous étudions la musique en tant que petit, et moi j'ai prouvé un certain talent pour la musique. Dès petit, je rentrais du concert et je commençais à rejouer les mélodies que j'entendais au concert. Donc j'ai une très bonne mémoire et je reproduisais ces airs et je disais que c'est mes compositions. C'était du Mozart, hein. Mais je me prenais pour compositeur. J'avais 7 ans, 7-8 ans. Mm-hmm. Donc, et mon père, qui était très clairvoyant,
Je le remercie encore aujourd'hui, mais il m'a trouvé un professeur, un jeune étudiant, mais qui m'a appris comment noter les mélodies ou les idées musicales. Et du coup, depuis l'âge de 8 ans, j'étais entre guillemets compositeur, c'est-à-dire pour moi c'était normal. Voilà, j'ai eu le luxe, jamais hésité de ce que je veux faire dans ma vie. Je voulais être compositeur, c'est comme ça. Donc c'est grâce à mon père, oui. Vous avez 18 ans au moment de la Révolution de velours en 1989. Qu'est-ce que ce moment a représenté pour vous qui êtes issu justement de cette famille de la première République tchécoslovaque, d'un coup, ce régime dans lequel vous avez grandi et la famille a dû souffrir également, s'effondre et tout est ouvert et toutes les possibilités sont aussi ouvertes pour vous? C'est énorme. Franchement, quand j'y réfléchis encore aujourd'hui, pour quelqu'un qui a 18 ans à ce moment-là et la vie bascule complètement sur le plan politique, social, et tout change. C'est vraiment, c'est un impact formidable. Donc, c'est vrai, j'ai profité de ce vent de liberté, commencé à voyager sans difficulté et ça m'a aussi conduit jusqu'à arriver à Paris. J'ai rencontré à l'époque ma future femme qui est française, Karine Letiec. Je voulais changer d'établissement. J'étais à cette époque-là à l'Académie de musique de Prague, mais ça ne me suffisait pas, comme je disais. Je commençais très jeune en composition, donc je commençais à en avoir assez et je voulais voir autre chose. Donc à ce moment-là, je me suis envolé, j'ai commencé à aller en France et continuer à vivre cette vie avec 2 lieux, toujours Prague, la Tchéquie et la France. Et c'est resté jusqu'à nos jours. Je suis toujours, même sur le plan professionnel, donc musical, je suis très actif en Tchéquie et en même temps en France. Et c'est le sens de ma vie, en fait, c'est réunir ces 2 cultures. Je m'y retrouve et c'est aussi, je pense, un certain luxe de pouvoir. Je vois toujours des grandes différences entre les 2 cultures. Oui, j'imaginais que vous allez poser la question, mais c'est peut-être, je répondrai plus tard si je trouve la bonne réponse parce que c'est très riche. Prague et Paris, ces 2 villes, en quoi sont-elles importantes pour vous? Et puis peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être un petit peu parler de ce que vous apporte finalement cette double culture tchèque et française? Quand on est musicien, c'est sûr que être tchèque, c'est extrêmement riche, être français, c'est aussi riche. Donc, c'est complémentaire quelque part. Les 2 cultures sont pas les mêmes, mais se complètent, je trouve. Et pour moi, dans mon activité musicale, c'est extraordinaire. Parce que comme je bouge entre les 2 lieux, ce que je peux pas développer dans un autre pays, je le développe dans l'autre et inverse. Donc, je travaille avec des festivals en France, des festivals en Tchéquie, avec des orchestres, avec la radio aussi, il faut dire, avec Radio France ou Český rozhlas. Je sais que c'est pas normal, mais c'est quelque chose que je voudrais continuer, ce pont qui réunit 2 pays et qui est quelque part basé sur une idée européenne. Bon, parce que relativement, on n'est pas trop loin, mais quand même, on a des histoires très différentes. Faut pas oublier, là, si on me demande les différences, je pense que la plus grande différence, je dirais que c'est en France, il y a cette longue tradition non interrompue. Peut-être pendant la Deuxième Guerre, mais il y a quand même cette démocratie, cette idée de liberté et tout ce qui est institutionnel, il y a une continuité. Et tant que pour les Tchèques, mais c'est juste inverse, tout est bouleversé. Est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment justement de mettre vos pas dans ceux finalement de tous ces artistes tchèques qui ont fait aussi le pont comme ça, on parlait de la première République tchécoslovaque, mais même avant ici en France et qui ont créé justement tous ces liens franco-tchèques. Est-ce que vous avez ce sentiment justement de vous inscrire dans cette tradition-là aussi? Mais oui, ils étaient très nombreux quand on regarde la pléiade des artistes, des peintres, des poètes, des écrivains, des musiciens. Cette histoire franco-tchèque, elle remonte loin. Vraiment, je pense même
rien que musicalement, Antonín Reja, qui est devenu un grand compositeur, professeur à la Conservatoire de Paris, il était professeur de Hector Berlioz, il a eu un grand impact sur les musiciens français. Il était tchèque. Et là, on parle du début du 19e siècle. Donc là, ça se fait déjà depuis 200 ans. Parlons un petit peu aussi de vous. Vous vous intéressez beaucoup à la musique populaire et d'ailleurs vous collectionnez des instruments de musique populaire de Bohême et de Moravie. Et je me disais que c'était un point commun que vous partagez avec vos illustres prédécesseurs, Dvořák, Janáček, Smetana. Ils ont tous puisé dans ce répertoire populaire, non ? À leur manière, oui. Moi, je crois profondément une chose, c'est le fait de s'inscrire dans une culture, ça n'enlève pas le potentiel de musique, mais au contraire, ça lui apporte quelque chose. Et on ne pense pas toujours, je pense, les artistes du XXe siècle, ou maintenant XXIe siècle, des fois, on pourrait avoir une idée, se dire que les cultures, les identités culturelles sont effacées, que tout est globalisé. Et moi, je crois pas. Je ne le pense pas. Ça, c'est toujours omniprésent. Et oui, pour répondre à votre question, c'est vrai que Smetana, c'était son choix, c'était un choix intellectuel. C'est-à-dire, il parlait à peine tchèque, même pas, il parlait allemand, Smetana. Et pourtant, il s'est dit, à un moment donné, je veux construire cette identité, je veux la développer, et il l'a fait comme c'était son idéal. C'était l'époque aussi. Donc, Dvořák, il faisait peut-être plus spontanément, Janáček, alors là, il a fait ça du point de vue scientifique presque. C'est extraordinaire ce qu'a fait Janáček. Pour moi, déjà, Janáček, c'est Dieu, hein. Depuis tout jeune âge, je jouais toute sa musique, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais il a amené ça vraiment à un niveau vraiment exceptionnel, ces études de ce patrimoine, et de pouvoir le développer, mais de le aussi d'en construire un art à lui, mais qui est original, mais qui se base sur quelque chose universel tchèque, et aussi qui est théorisé, qui n'est pas seulement spontané, mais qui est réfléchi. Et moi, vous me demandez, oui, ça m'a, moi, je fais construire des instruments traditionnels, mais pas que tchèques. Je suis passionné de la préhistoire, donc les origines de la musique. Pour ce patrimoine de la musique tchèque populaire, je pense que c'est un domaine qui est toujours vivant. Au contraire, ce qu'on pourrait penser, pareil, que c'est globalisé, que c'est quelque chose qui n'existe plus, qui est uniquement lié au passé, mais pas du tout. Il y a des musiciens qui jouent la musique traditionnelle tchèque. Il y a des villageois qui continuent à construire des instruments traditionnels. Il y a des festivals de musique populaire, donc c'est quelque chose qui est maintenu. Donc moi, j'essaie de contribuer à cela, mais ce qui m'intéresse, c'est de unir l'univers de la musique populaire tchèque, de ce patrimoine, mais aussi de la musique savante, et de l'inscrire dans la musique savante. Donc c'est vrai, dans ce sens-là, il y a des similitudes avec les travaux de Janáček, de Kodály, de Enesco, de Bartók, mais pourquoi pas le faire aujourd'hui? C'est quelque chose qui est universel. Alors votre curiosité intellectuelle ne s'arrête pas à la musique populaire de votre pays d'origine. Vous allez plus loin d'ailleurs, puisque vous vous intéressez aux sources même de la musique. Vous allez la chercher dans la préhistoire. Comment est venu cet intérêt ? Mais c'est tout simplement un prolongement de toutes ces idées. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à étudier la musique populaire, la musique traditionnelle, mais du monde aussi, pas seulement tchèque, du monde. Mais à force d'écouter des centaines d'enregistrements et d'essayer de comprendre le sens de ces musiques, c'est difficile parce que chaque musique s'inscrit dans une situation particulière par rapport à la culture et la langue de tel ou tel pays. Mais ça nous amène forcément à la réflexion de à quoi ça nous sert, tout simplement. Pourquoi la musique? Pourquoi l'art, tout simplement? Donc, je commençais à tracer, en fait, ce besoin de l'homme de créer. Ça m'a amené jusqu'à les origines de l'art. Donc, la peinture rupestre des hommes préhistoriques, et du coup, la musique aussi, la musique préhistorique. Bon, il n'y en a pas, évidemment. Mais on a des restes des instruments de musique, comme nous avons la peinture rupestre, ou l'art mobilier, ce qui sont des statuettes. La grande différence entre l'art mobilier, ou la peinture, et la musique, c'est que
Aujourd'hui, on sait à quoi ressemblait la peinture rupestre. Quand vous prenez les grottes de Chauvet ou Věstonická Venuše, la Vénus de Věstonice tchèque, donc on sait exactement ce que l'homme préhistorique a fait. Donc là, pour la musique, on ne peut pas le dire. Mais nous avons les instruments, les restes des instruments, et on peut supposer, on peut imaginer. Et là, c'est une grande chance pour quelqu'un comme moi parce que j'essaie de bâtir plusieurs œuvres qui imaginent cette musique-là avec les instruments que nous savons qui existaient, comme c'est les flûtes en os, qui étaient des phalanges de rennes percées, des sifflets, des racloirs, des ocarinas, des lithophones, et la voix humaine, évidemment, l'instrument le plus merveilleux de tous les temps. Voilà, j'ai écrit plusieurs œuvres sur cette thématique-là. Et je continue. Et voilà, c'est ma grande passion. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que cette notion justement de musique préhistorique, avec beaucoup de guillemets évidemment, puisque comme vous dites, on n'en a pas des traces à part les instruments. On parle de plus en plus du fait aujourd'hui que les grottes auraient pu être des sortes les grottes pariétales, notamment des réceptacles sonores avec des endroits particuliers de la grotte où musique et représentation visuelle sur les parois auraient été liées. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces nouvelles manières de voir finalement et la musique et les grottes? Mais c'est l'une des manières de les voir. Ça, ce que vous dites, c'est la thèse du chercheur qui s'appelle Reznikov, qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Ça peut être possible parce que moi j'ai visité beaucoup de grottes, j'ai fait l'expérience moi-même, j'ai joué sur les stalagmites, c'est un son extraordinaire d'ailleurs, et c'est vrai il y a des lieux, il y a des endroits qui sont favorables pour se réunir ou sur le plan sonore évidemment, donc on pourrait dire qu'on a favorisé des lieux, des rituels par rapport à l'acoustique. C'est possible, mais on peut jamais vérifier. Vous savez, ce qui est beau dans cette recherche, c'est qu'on va jamais pouvoir dire c'était comme ça. Il y a plusieurs thèses. C'est comme à quoi nous servait la peinture. On ne sait pas. Alors, vous venez de nous ramener là des flûtes, on les voit pas évidemment, mais c'est impressionnant. Des petites et une très très grande, massive même. Mais j'en ai plein, j'ai plus que 100 d'instruments traditionnels. Donc ça c'est un extrait de ma collection, mais là je parlais de la flûte néandertalienne, qui cette fois-ci c'est ce que je tiens dans ma main, c'est une flûte à peu près de 10 cm et qui est une réplique complétée de cette flûte néandertalienne. C'est une réplique alors, mais faite exactement comme oui. Celle-ci, oui, elle est faite d'après le débris qui a été trouvé, qui était trouvé. Et la façon de jouer le son, il y a absolument pas d'embouchure, donc il y a juste un trou. Je veux dire, elle est creuse, et donc la façon de produire le son est très difficile parce qu'il y a pas de. Donc j'ai pris 1 an de comprendre comment ça marche en fait. Je vais essayer le. C'est incroyable, ouais. En effet. Celle-là est toute fine, celle-là. Ça, c'est la flûte d'Istoritz. Donc ça, c'est une vraie réplique très précise faite par les chercheurs. La flûte d'Istoritz, c'est une grotte dans le Pays Basque. Et là, on a trouvé un ensemble de débris de flûtes. Donc c'est peut-être une trouvaille musicale la plus importante en France. C'est l'une des plus anciennes flûtes. Elle est en os de vautour et cette réplique, elle est aussi en os de vautour. Donc c'est rare, c'est pas du plastique ou du bois, c'est vraiment fait dans le vrai matériel. Voilà. Et alors il y a que deux trous en fait pour et un derrière, pour le pouce, mais pour produire le son c'est extrêmement difficile. Et bon, je peux essayer. Donc, chaque flûte a son son, chaque flûte a sa façon de produire le son.
Et ça me passionne. Nous faisons un spectacle sur cette idée-là. Récemment, j'ai fait une expérience absolument hors pair, qui est liée à la plus grande trouvaille astronomique actuelle. Depuis quelques années, depuis 2015, on a fait une découverte majeure dans l'astronomie moderne. C'est la captation des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'Einstein a prévu, mais il a dit qu'on ne sera jamais en mesure de pouvoir les saisir. Et les chercheurs ont inventé une machine qui s'appelle interféromètre, qui travaille avec du laser. Et en 2015, ils ont pour la première fois capté ces ondes. Et ça nous ouvre complètement une nouvelle fenêtre de comment appréhender l'univers. Et j'ai eu la chance d'y aller avec ma femme, Karine, altiste, dans cette machine qui est unique en Europe, qui est en Italie, qui s'appelle Virgo. C'est un interféromètre, c'est un immense complexe qui travaille, qui saisit ces ondes. Et l'idée, c'était de faire une expérience musicale, si cette machine pourrait aussi capter le son. Pas seulement les ondes gravitationnelles. Et on a fait, en fait, cette expérience et ça a marché. Et c'était absolument magnifique et on a tout filmé. Et maintenant, nous faisons un spectacle, sur cette trouvaille-là, sur ces correspondances entre la plus grande trouvaille astronomique de nos jours et la musique préhistorique, parce que l'homme préhistorique, il essayait d'appréhender l'univers qui l'entourait et quand il a gravé en fait ces peintures rupestres et la musique aussi, c'était pour comprendre le monde qui l'entourait. Donc on met les deux choses en dialogue. Revenons à aujourd'hui et peut-être pour terminer tout doucement sur ces échanges justement entre la France et la Tchéquie, entre la culture tchèque et la culture française, dont vous êtes un représentant éminent évidemment. On a souvent tendance à dire justement que comme la Tchéquie, enfin voilà, la République tchèque est un petit pays et sa culture, j'ai envie de dire, aurait peut-être plus besoin de se défendre d'une certaine manière. La France a une grande culture historique. On va pas refaire toute l'histoire évidemment, mais en effet, on voit bien que la culture tchèque a sans doute beaucoup à apporter aussi dans ces échanges avec la France. Quelles sont peut-être les choses que vous aimeriez encore apporter justement de la culture tchèque en France, que les Français peut-être devraient découvrir davantage sur la culture tchèque? Mais ma musique, je ne sais pas le dire autrement, je me considère comme compositeur. Je suis compositeur tchèque, avec tout ce que je viens de dire sur le langage, sur le patrimoine, sur la musique. Et j'écris ma musique, et ma musique est tchèque. Donc voilà ce que j'apporte à mon niveau. Il y a plein de gens talentueux, plein de Tchèques formidables qui font pareil. Je pense pas à une chose particulière. Ma vie, tout simplement. Par ma vie, voilà, je donne. Je travaille d'une façon dure et j'essaie de créer ces ponts entre les deux pays. Et c'est ma vie. Je peux pas faire plus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.